Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Mais ma conviction, c'est que les pays comme Madagascar doivent être ceux qui, dans les prochaines années, doivent s'autoriser, entre guillemets, à polluer, mais pas polluer pour polluer. C'est se dire, si je pollue, si j'émets du CO2, c'est pour développer mes infrastructures, c'est pour développer mon éducation, c'est pour développer mon électricité, c'est pour développer mes énergies renouvelables, c'est pour faire en sorte de, développer du bio, développer d'autres choses. En fait, une société qui sera la bonne, qui sera celle, en tout cas, dans laquelle on arrivera dans les 30-40 prochaines années, que ça soit subi ou pas. Et le fait que ça soit le moins subi possible, c'est surtout l'important pour que les pays en voie de développement, comme Madagascar, les pays pauvres comme Madagascar, restent pas pauvres dans 30 ans ou 40 ans et se retrouvent pas à avoir, en plus de la pauvreté, les impacts du réchauffement climatique. Donc je pense que c'est important de dire que ces pays-là ont le droit et on dirait même le devoir de se développer. Pour se développer, actuellement, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des énergies fossiles et de se développer en utilisant des énergies fossiles en développant le pays de la bonne manière. Antoine a eu son déclic écologique en même temps que son voyage autour du monde. Il décide alors de combiner les deux. Il va vivre pleinement l'écologie, à l'étranger, en apprenant des autres cultures, pays, problématiques. Et dans le même temps, il va créer un podcast, Demain est durable, pour mieux comprendre les enjeux en interviewant des experts. Il est la preuve que l'aventure écologique peut prendre différentes formes en fonction des envies. La sienne est celle du partage, partout et tout le temps. Je vous laisse en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Salut Amélie, ça va ? Oui, très bien. Et je suis très contente de t'avoir sur mon podcast. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie ? Alors, comment je vais d'un point de vue écologique ? Je dirais que je suis mitigé. Enfin, si on remet un peu les différentes actions qui sont passées cette année et qui se passent sur l'écologie, on peut honnêtement dire que ça se passe pas foufou. Il y a quand même pas mal de choses négatives qui se passent, que ça soit sur 2023, où on sait que 2023 a été l'année la plus chaude depuis l'ère pré-industrielle. Donc quand on voit ces chiffres-là, quand on voit l'évolution du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., c'est difficile d'être un peu positif. Mais pourquoi mitigé et non pas négatif ? Parce que c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a des choses cool qui se passent. Il y a des choses, des bonnes nouvelles qui ont lieu au quotidien, que ça soit les personnes qui agissent, comme toi par exemple, ou comme d'autres personnes au quotidien et qui se permettent de pouvoir vulgariser le climat ou plus concrètement juste agir dans leur quotidien, baisser leur consommation de viande ou agir politiquement, etc. Et mondialement aussi, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles comme la baisse de la déforestation en Amazonie sur 2023 vers 2022 ou même si la COP28 était pas exceptionnelle, elle était en tous les cas un peu historique dans le sens où on a décidé de transiter hors des énergies fossiles, même s'il y a plein de choses à dire sur cette COP28 aussi. Mais en tout cas, il y a plein de nouvelles quand même qui sont intéressantes, plein de personnes qui agissent. Donc plutôt mitigé, pas uniquement négatif, mais plutôt mitigé, parce que c'est important aussi de voir le positif derrière tout ça. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, voir le positif, malgré tous ces petits moments de doute. Comment toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Quel est ton chemin ? Alors mon chemin, je te dirais que l'écologie, au début, j'étais très 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 loin de l'écologie. C'est vraiment un sujet qui m'intéressait pas tant que ça. Quand je dis très loin, c'était il y a quand même, là j'ai 31 ans. Je pense que j'ai fait les 25 premières années de ma vie avec un peu une connaissance classique, comme pas mal de monde, à savoir, on sait que le changement climatique est là. On comprend pas vraiment quels sont les impacts. On sait que c'est pas cool. On sait que c'est pas bien. On sait qu'il y a des impacts. Mais comprendre la complexité et comprendre vraiment pourquoi il faut agir, c'était assez loin de moi, honnêtement. Et au fur et à mesure des échanges avec des personnes que j'ai pu rencontrer, au fur et à mesure des documentaires que tu peux voir sur les différentes plateformes ou autres, et surtout
après une fresque du climat que j'ai fait en 2019, fin 2019. Donc, je crois que ça faisait un an et demi que la fresque du climat existait, qu'elle avait été en tout cas disponible pour animer. Bah là, je me suis pris une grosse claque écologique, une grosse claque en me rendant compte que mon impact au quotidien avait un impact sur la planète, que mon impact, et que je pouvais concrètement aussi, surtout, avoir un impact positif, beaucoup plus positif que c'était le cas à l'époque. Et donc ça m'a mis une belle claque et ça m'a beaucoup donné envie d'agir. Et donc c'est comme ça qu'après mi-2020, j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle Demain est durable, qui vulgarise le climat, les enjeux écologiques en interviewant des personnes aux quatre coins du monde sur ces enjeux-là, pour mieux comprendre l'écologie et le faire comprendre, bien entendu, et surtout agir et donner des moyens d'action à tous et toutes. Donc c'était vraiment l'objectif du podcast. Et depuis, ben là maintenant, ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé le podcast, 4 ans que j'ai eu mon gros déclic écolo. Et, et je dirais que ben, plus on avance, plus on est concerné, plus on comprend le sujet, plus on a envie d'agir. Donc là maintenant, je suis devenu animateur fresque du climat depuis plus d'un an maintenant, et j'étais à Madagascar pendant 2 ans. Peut-être qu'on en reparlera aussi, j'imagine. Mais voilà, j'essaie d'aider au maximum de mon temps, de donner le maximum de mon temps pour sur l'écologie et sur la vulgarisation globale, et maintenant sur l'accompagnement des entreprises à agir en faisant leur bilan carbone et en passant à des actions de transition bas carbone. Voilà, c'est un peu mon histoire en résumé. Bon, on s'était déjà appelé avant cet entretien et pendant cet appel, tu m'avais dit que tu étais un grand voyageur au départ, donc notamment à prendre l'avion, Ouais, et que bah, tu t'étais rendu compte de l'impact écologique de prendre l'avion au moment où tu étais en plein tour du monde. ouais, Et exactement. comment tu l'as vécu ce côté, ok, bah, j'adore voyager, et sauf que prendre l'avion, qui est la manière dont je fonctionne pour voyager, ça marche pas. Comment je fais soit pour continuer à voyager et donc continuer à que ça matche, ou alors bah, avoir ce côté un peu bah, de temps en temps, je prends quand même l'avion ou pas. Comment toi tu l'as vécu, ce côté bah, j'adore voyager et en même temps l'avion, c'est pas terrible quoi. Bah, en fait, comment s'est passé en gros mon chemin? Donc, si je te le remets un peu au début. Oups. Si je te remets un peu au début le chemin, donc j'ai fait ma fresque du climat en fin 2019 et j'avais déjà décidé d'aller voyager avec ma conjointe pendant un an, du coup de partir en octobre 2020 en Amérique du Sud notamment pour voyager. Et surtout l'objectif c'était après cette fresque, c'était de se dire bah ok, on voyage, on revient de ce voyage pendant un an. L'objectif c'est pas de checker des pays, c'est pas de d'aller additionner des lieux et des photos Instagram, c'est surtout de pouvoir revenir changer de ce voyage-là. Je pense qu'on en avait besoin. J'étais épanoui dans mon travail, mais j'avais besoin aussi de plus. J'avais besoin de voir aussi autre chose. Et donc j'avais l'envie d'aller voyager et de m'évader un peu. Donc Covid est arrivé, on a décidé de maintenir et finalement on a eu la chance de pouvoir partir. Mais en effet, quand t'as pris l'habitude de voyager, mon père travaille dans l'aérien, donc j'ai été bercé, disons, par le voyage assez loin et la découverte du loin. Et enfin, j'ai énormément de chance d'avoir vécu ça aussi. Pas du tout envie de cracher dessus, loin de là, parce que ça m'a aussi beaucoup apporté. Et c'est aussi ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu voyages et que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir, ça devient vite difficile à maintenir. Tu deviens vite, t'as une grosse dissonance qui commence à se créer en te disant, ben, très bien, on commence à être concerné par le climat. Je commence vraiment à comprendre pourquoi, en fait, l'aviation, pourquoi le voyage loin, carboné comme avec l'avion est pas top d'un point de vue individuel, d'un point de vue impact individuel. Et en effet, ça t'incite à te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour limiter tout ça? Comment est-ce que je peux voyager autrement? Ça, je pense que c'est la première étape avant de se dire, on arrête l'avion. Même si, en effet, en termes d'impact individuel, le mieux, c'est d'arrêter l'avion, hein, sans aucun doute. Il y a pas de négociation là-dessus si on souhaite avoir un impact plus faible sur son transport. Je pense que la première étape, c'est d'abord de se dire, en tout cas, c'est ma conviction, parce qu'on ne pourra pas arrêter de prendre l'avion demain et tout le monde ne pourra pas l'arrêter dès demain, parce que chaque personne a son histoire aussi, même s'il faudrait qu'on arrête plus rapidement. C'est de voir comment est-ce que je peux faire pour que ce voyage-là soit le plus intéressant pour moi. Comment est-ce que ce voyage peut vraiment me changer, peut m'apporter et faire en sorte que ben, quand je rentre, je sais pas, de ce voyage à l'autre bout du monde, ben, que ça m'ait vraiment apporté, que j'ai vraiment compris la culture locale, que j'ai vraiment assimilé ce que, tout ce que le voyage pouvait m'apporter et faire en sorte de me faire évoluer, d'apporter quelque chose à ce chemin-là de transition.
Et je pense que c'est vraiment ça, pour moi, la première étape pour le voyage, c'est d'arrêter, en tout cas de limiter au maximum les voyages à l'autre bout du monde sur une semaine ou 10 jours pour juste prendre un peu de plage et de chaleur. Parce qu'honnêtement, on n'apprend pas grand-chose du pays et sur soi, hormis du repos, hein. Ce qui est cool, c'est toujours bien de se reposer. Mais on peut le faire aussi plus près. Et je pense que c'est important de se dire, si on part, alors il y a Jean Covici qui parlait, je crois, de 4 vols dans son existence. Donc voilà, c'est pour parler sur les chiffres. Mais en effet, je pense que quand on voyage, il faut compter ses voyages. Il faut surtout faire en sorte que chaque voyage, et je pense que c'est comme ça que tu devrais prendre toutes les actions, que chaque voyage compte et comprendre ce qu'on veut vraiment apprendre de ce voyage-là, quoi. Donc ça, c'est un peu le cheminement que j'ai en ce moment sur le voyage, même si j'ai décidé moi d'arrêter l'avion. Tout le monde peut pas arriver à ce niveau-là dès demain, mais je pense que faut y aller progressivement. Et déjà, si on prend le voyage du bon côté et on arrête de consommer le voyage pour consommer du voyage, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Et qu'as-tu appris alors, vu que tu es parti en Amérique du Sud pour apprendre des autres cultures et pour que ça enrichisse tout ce qui est transition écologique, développement personnel, etc. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que j'étais déjà conscient avant ce voyage-là qu'on était privilégié en France dans le sens où on a tout en France. On a tout ce qu'on souhaite au quotidien et qu'il y a des pays et des peuples qui vivent quand même avec beaucoup, beaucoup moins. Et quand, en plus, le fait d'être allé pendant cette période de Covid, donc tu vois, je suis arrivé en Amérique du Sud en octobre 2020, il y avait pas mal de pays qui étaient fermés au tourisme, qui étaient assez, qui étaient, enfin, même pas assez, qui étaient énormément impactés par l'arrêt du tourisme plus concrètement. Et donc des personnes que tu rencontres qui ont plus de quoi se nourrir, ont plus de moyens, pas d'aide de l'État, ont rien du tout en fait, hein. C'est vraiment des agences de tourisme, des restaurateurs, plein de personnes qui initialement vivent avec ce tourisme-là, vivent avec les étrangers, vivent avec même les Sud-Américains plus concrètement qui voyagent. C'était impossible de pouvoir vivre au quotidien. Donc tu vois à quel point les personnes sont impactées. Donc, tu vois à quel point on a de la chance en France et en Europe plus globalement sur ce sujet-là. Donc ça, je pense que c'est un gros point. Et, et l'autre gros sujet, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas. Alors, je vais pas faire le philosophe parce que c'est pas mon rôle et je suis un très mauvais philosophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de manières de voir le monde. Et donc, j'ai eu la chance quand j'étais en Colombie de pouvoir faire 2 semaines dans la Sierra Nevada, qui est une jungle au nord-est de la Colombie, donc proche de, de la frontière du Venezuela, avec le Venezuela. Et la Sierra Nevada, en fait, c'est une forêt qui est assez connue pour ses indigènes. Enfin, qui est connue pour ses indigènes dans le sens où il y a une partie de ces indigènes qui s'appelle les Kogi, qui est un peuple indigène qui est très proche de la nature, très proche qui a une manière de voir le monde qui est complètement différente de la nôtre, qui est très proche, voilà, très proche de tout ça, loin de la consommation pure et dure. Et voilà, d'aller dans cette Sierra Nevada là, de se rendre compte. Donc j'ai travaillé pas avec des Kogi hein, directement, mais dans un centre qui était assez loin, bien 2 heures de moto dans la pure jungle, sans sans eau, sans trop d'électricité, etc. Donc vraiment de sortir sa zone de confort. En fait, on se rend compte que d'une part, c'est faisable de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de voir uniquement le prisme consommation. Et d'autre part, avec les discussions qu'on pouvait avoir sur place, quand on pouvait rencontrer aussi des Kogi qui venaient nous aider dans le lieu sur place, que il y a plein de manières de voir le monde et que on a notre manière de voir le monde qui marche, bien entendu, hein, qui a marché. On a eu pas mal d'avancées d'un point de vue bien-être, etc. dans les dernières décennies, grâce à la manière dont on a utilisé aussi ces énergies fossiles. Faut le dire aussi, c'est important. Il y a eu d'autres impacts négatifs, notamment les déchets des gaz à effet de serre qui sont liés aux énergies fossiles et d'autres thématiques sur la biodiversité et autres. Mais c'est important de prendre cette hauteur-là. Et je pense que c'est ça que ça m'a surtout apporté, de se dire, OK, la vision d'une personne en face de toi, elle est peut-être différente de la tienne, mais c'est pas parce qu'elle est différente de la tienne qu'elle est mauvaise ou que la personne en face a tort sur le fond. Elle a ses raisons. Il faut comprendre ses raisons. Il faut se mettre à sa place et il faut l'écouter surtout, écouter avec une vraie ouverture d'esprit. Et ça permet concrètement de se rendre compte qu'on a plein de manières d'agir différemment et plein de manières de vivre en phase avec ses passions et en phase avec la planète et la nature que ce qu'on peut faire actuellement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as appris auprès des indigènes où tu dirais: «Oh, ce serait tellement cool que, la culture française puisse piocher un peu, dans ça» ou
Est-ce que tu aurais quelque chose où vraiment tu te dis ça, quoi? J'ai pas, disons, traîné énormément avec ces indigènes-là, donc ce serait mentir de dire que j'ai appris à leur côté. Ce qui est sûr, c'est que on se rend compte que le fait d'être aussi proche de la nature, le fait d'être aussi proche et d'être, enfin, c'est plus le fait d'être respectueux de la nature, de ce qui entoure, de se rendre compte de ce qui nous entoure, qui marque beaucoup en fait. Parce que tu vois, quand on est arrivé, alors ça va paraître un peu lunaire, les gens vont se dire que je suis un fou, mais quand je suis arrivé du coup dans cet écolieu, on va dire, on nous a demandé, c'était le début, de pouvoir se poser sur une pierre et de pouvoir, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était, je crois que c'était de parler un peu à la nature, mais dans sa tête. Et après, on allait dans la rivière et on faisait un peu la même chose. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était un peu loufoque si tu prends le point de vue que j'avais initialement. J'aurais vraiment bien utilisé le mot loufoque. Et maintenant, je dirais que ben, c'est surtout, c'est leur culture, c'est différent, c'est leur manière de voir les choses. Mais en tout cas, cette manière de voir les choses-là, elle est très proche de la nature et la nature a une grande importance. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à notre culture, on va dire. Mais bon, chacun a Mmh. sa culture. Et donc ça, on va pas aller critiquer l'une et aller bonifier une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette ouverture d'esprit qu'ils ont sur ce sujet-là, elle pourrait nous aider en tout cas de voir comment ils sont de leur côté sur ce sujet-là. Ça peut nous aider en tout cas à prendre de la hauteur sur cette connexion à la nature qui, à mon avis, est assez pas assez valorisée de nos jours. Et est-ce que toi, parce que là, c'est dans la jungle, donc c'est quand même une nature qui qui en tout cas au premier abord est pas forcément accueillante dans le sens où il y a quand même beaucoup d'animaux qui peuvent être plus ou moins dangereux. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire, nous, qu'on a, enfin, que moi j'ai, je vais plutôt parler en mon nom, c'est que moi j'ai parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une jungle. C'est quand même quelque chose qui peut faire un peu peur. Est-ce que toi aussi, au départ, tu as eu cette sensation et après, tu as commencé à l'apprivoiser et à l'aimer ou tu as toujours eu cette petite peur qui est restée là? Ben, c'est drôle que tu poses cette question parce qu'en effet, quand je suis arrivé, en fait, initialement, j'avais choisi cet écolieu parce que du coup, il y a pas mal de si jamais vous voyagez loin ou même pas loin, il y en a en France ou également en Europe, il y a pas mal de sites type Workaways ou autres où pour faire du woofing, du coup, ça veut dire d'aller chez l'habitant pour pouvoir travailler, donner son temps chez l'habitant et en partage de votre travail sur sûrement souvent une demi-journée, vous allez être nourri, logé et vous allez du coup surtout apprendre sur vous parce que vous allez partager cette expérience avec d'autres personnes que vous connaissez pas ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes venu. Donc ça vous aide quand même à pas mal vous poser ces questions et à prendre cette hauteur-là. Mais donc initialement, j'avais choisi ce woofing-là parce que il y avait, du coup, ce woofing était tenu par un Anglais et une Française. Un Anglais qui s'appelle Russ et une Française qui s'appelle Sandrine et qui s'était reconverti il y a une bonne quinzaine d'années et qui avait voyagé aussi pendant pas mal d'années avant de créer cet écolieu en Colombie, au fin fond de la Colombie, il y a du coup une dizaine d'années. Et en fait, Russ, l'Anglais, proposait des cours de permaculture. Et donc je m'étais dit, c'est génial, je suis dans ma phase de retransition, j'ai envie d'apprendre ce que c'est la permaculture un peu plus. Voilà, il proposait voilà, c'était des cours de une heure par jour sur 2 semaines, enfin sur une semaine sur les deux. Et je me suis dit, génial, je vais pouvoir aller comprendre la permaculture et en plus sortir de ma zone de confort. Et quand je suis arrivé, je m'étais pas vraiment rendu compte à quel point c'était dans la jungle et à quel point on était vraiment loin de tout et à quel point ouais, c'était sauvage, quoi. Et et c'est sûr que ouais, les 4-5 premiers jours, non, je dirais les 3-4 premiers jours, quand tu dors dans ta petite hutte, heureusement il y avait les moustiquaires, t'entends tous les bruits de la forêt toute la nuit, des bruits de partout. Enfin, du coup, tu faisais la bioconstruction, mais tu vois les bêtes partout, tu vois les grosses tarentules, tu dors proche de toutes les tarentules en fait. C'est assez, c'est assez flippant, surtout qu'initialement j'avais assez peur des araignées. Et ben c'est sûr que les 3-4 premiers jours, j'ai pas trop bien dormi honnêtement. J'étais pas très très efficace dans mon sommeil. J'étais pas très efficace non plus sur le camp du coup. Mais ensuite, en fait, on s'habitue à tout. On se rend compte que ben l'araignée qui dort 1 mètre de toi, enfin vraiment littéralement, on rentrait dormir, on voit une grosse tarentule sur le bout de bois, on se mettait dans notre moustiquaire. Heureusement qu'il y avait la moustiquaire. Je pense que Mmh. s'il y avait pas la moustiquaire, je pense que j'aurais moins fait le malin aussi. Mais et ben en fait, tu te rends compte que l'araignée, elle va rien te faire tant que tu la touches pas, tant que tu vas pas l'embêter. Ben en fait, elle va rien te faire. L'araignée, elle est pas là pour toi. Elle est là pour les insectes. Elle est là pour d'autres de ses proies. Et donc, en effet, au fur et à mesure, ben, t'apprends à vivre avec
ces différents sons de la forêt au moment où il y a l'évaporation le matin, et t'as plein de gouttes d'eau sur la hutte, tu vis avec les tarentules qui le soir étaient là, le lendemain matin elles sont plus là, le soir elles sont là, etc. Et donc en fait tu te rends compte que ben oui, tu peux t'adapter à tout, tu t'adaptes aussi au fait que ben il y avait du coup les toilettes sèches, comme tu peux imaginer, vu qu'il n'y avait pas de moyen de faire ses besoins autrement. Il n'y a pas de douche chaude, donc il n'y a pas d'eau chaude, donc tu te douches 2 semaines avec l'eau de la rivière. Donc on avait créé une petite douche que ça permettait de faire une sorte de douche, mais c'était plus un tuyau entouré de bambou pour essayer un tuyau d'arrosage entouré de bambou où tu te douches 2 semaines du coup sans eau chaude. Mais en fait, tu te rends compte que tu t'habitues à tout et que t'as pas besoin de tant de choses que ça, même si en effet ça fait du bien d'avoir plus que ça. Hein, on va pas le dire l'inverse. On n'est pas obligé d'être tous drastiques et de vivre dans ça, heureusement. Et c'est pas ce qu'on prône et pas ce que les gens prônent quand on souhaite transiter, quand on souhaite faire cette transition. Mais on se rend compte qu'on peut aller assez loin sans être trop frustré, quoi. Et ça, c'est assez cool de le vivre, honnêtement. Est-ce qu'il y a des choses de la consommation qui t'ont manqué pendant ce moment-là ou vraiment rien du tout? Je pense que la partie qui me manquait le plus, je pense que c'était avoir juste accès à Internet un peu plus. On avait accès à la Wi-Fi. Je sais qu'on n'avait pas beaucoup d'accès la journée. En parallèle, j'avais le podcast, donc j'avais bien préparé les podcasts en amont que je devais poster, etc. Mais, mais je pense que c'est plus être un peu plus connecté dans le sens où donner un peu plus de nouvelles à la famille, de voir les news, etc. Mais en fait, sur le fond, sur le moment, ça m'a manqué. Mais c'est tellement précieux de pas avoir accès à ce flux Internet, à ce flux d'informations et de pouvoir s'accorder 2 semaines de quasi déconnexion. Enfin, honnêtement, c'est un luxe que je souhaite à tout le monde. On peut le faire, bien entendu, dans la forêt, au fin fond de la Sierra Nevada, en Colombie, mais on peut aussi le faire autrement. Il y a plein de manières de le faire. Et franchement, se déconnecter comme ça, c'est, c'est incroyable, honnêtement. Donc, oui, ça m'a manqué ce moment. Je vais pas mentir, c'est sûr que ça m'a manqué. Après avoir repris une bonne douche chaude, je me suis dit comment j'ai fait pour vivre sans douche chaude pendant 2 semaines. Mais et pareil pour un bon lit douillet avec une couette, etc. Je me suis dit mais comment j'ai vécu dans ça? Mais en fait, sur le moment, j'avais aucun besoin quoi. Donc ouais, je pense que on s'habitue à tout. Et bah, le retour. Donc la douche chaude, génial. Je suppose que les toilettes, autres que des toilettes sèches, peut-être aussi pareil. Tout ce, on va dire, ce confort, ouais, pour se reposer. On est content de le retrouver. Mais est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, waouh, ça c'est une claque en fait. Et j'étais bien content de plus l'avoir sous le nez pendant ces 2 semaines. Je pense que je dirais pas que c'est pendant ce voyage-là en Colombie que ça m'a le plus marqué, mais je dirais que c'est plus, tu vois, là, donc, j'étais expatrié à Madagascar pendant 2 ans. Je suis à peine revenu il y a un mois en France pour pouvoir me mettre à 100% sur le podcast et sur l'accompagnement en carbone. Mais tu vois, c'est plus, je dirais, plus la différence entre ce que j'ai pu vivre à Madagascar et, ce- et la manière dont on est en Occident au global. C'est, euh, c'est la différence alors, c'est paraît facile de dire ça comme ça et c'est pas ce qu'on souhaite, et je souhaite ça à aucun pays. Mais disons, on se rend compte en fait à quel point en France, on est poussé à consommer. C'est, c'est, quand on est à Madagascar, alors bien sûr, il y a des pubs, il y a tout ça, etc. Mais c'est hallucinant à quel point il y en a moins. C'est vraiment, t'es pas incité à consommer. Tu consommes parce que tu as besoin de consommer. Bien sûr, tu vas consommer. Moi, je consomme beaucoup plus et j'ai pollué beaucoup plus que n'importe quel malgache qui était à Madagascar. Mais la différence entre ce qu'on peut nous pousser en France, entre les différentes pubs partout, en fait, le nombre d'informations qui peuvent exister au quotidien, que ça soit, voilà, tu te balades dans la rue, en ville, hein, je parle, hein, quand on est en campagne, c'est différent, en réalité, c'est différent. Mais balade-toi à Paris, faut vraiment, ou à Paris ou dans d'autres villes, on se rend compte à quel point on a des informations partout, quoi. L'information lumineuse, des gros logos au sol, on est incité à consommer partout, bien sûr, sur Internet, dans la télé, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire avec. On sait qu'il y a des pubs, on sait qu'il y a tout ça. Mais quand on se balade, on se balade en ville, on se rend compte à quel point on est incité à acheter, en fait. On est incité à consommer, on est incité à dépenser, on est incité, etc. Et ça, je trouve que je l'ai pas trop retrouvé à Madagascar, au moins en tout cas. Et je me rendais pas compte que on était autant poussé à ça, même si je fais le podcast. Voilà, au moment où je suis arrivé à Madagascar, ça faisait 1 an et quelques que j'avais démarré le podcast, donc j'avais conscience, bien entendu, que la consommation faisait partie des sujets importants à discuter quand on souhaite être plus sobre. Mais en revenant ici en France, on se rend compte qu'en effet, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Et
ça, c'est intéressant de le comprendre et je pense que c'est intéressant de le savoir et de le ressentir régulièrement au quotidien quand on marche. Ça veut pas dire qu'on va changer le monde et qu'on va se dire en France on veut plus de pub, enfin ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin c'est pas comme ça qu'en tout cas que moi je réfléchis. Mais c'est plus tant qu'on est conscient, tant qu'on sait que ben voilà ça a été fait pour une certaine manière. En tout cas c'est comme ça que je le perçois. Ben ça te permet aussi de potentiellement te protéger, de dire ben oui est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que et tant qu'on est conscient de ce qui se passe, de conscience qui peut arriver dans le cerveau, il n'y a pas trop de soucis sur le fait d'être un peu plus sobre et d'être toujours content de la manière dont on vit. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ça m'avait aussi sauté aux yeux parce que moi, je vis en campagne, dans la campagne nantaise, et j'étais revenue sur Paris. Bah, c'était au mois de novembre, je crois. Et donc, j'avais eu pas mal d'interviews le même jour, et donc je m'étais baladée dans tout Paris, pouvoir aller à chaque point. Et forcément, j'avais pris en pleine face toute cette publicité, et j'en avais plus l'habitude, moi, en campagne. Et d'avoir cette conscience. C'est vrai que c'était ça qui était important parce que je me suis vraiment dit: «Mais je vivrai là tout le temps, mais j'aurais envie de consommer tout le temps». Parce que tout te donne envie, parce que vu que le marketing, il est fait d'une certaine manière pour venir toucher quelque chose dans ton cerveau qui te donne envie de, et ben, en fait, derrière, tu as envie d'aller chercher ce petit bonheur qui va durer très peu de temps. Et donc, le fait de savoir comment ton cerveau fonctionne, comment le marketing fonctionne, je trouve que ça permet aussi d'avoir, bah, comme tu disais, une conscience. Et donc, te dire, attends, là, ouais, ça a l'air super bien, il y a des super belles couleurs, ça a l'air super sympa. Oui, je vais avoir un petit bonheur de 5 minutes si je l'achète, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et déjà, rien que le fait de se dire ça, je trouve que ça diminue vachement ta consommation. Il y a des fois, tu vas te dire, bah ouais, ouais, en fait, j'ai envie. Puis il y a des fois, tu vas dire, ouais, en fait, non, là, c'est vraiment un stratagème de mon cerveau pour avoir un bonheur de 5 minutes. Ouais, non, ça sert pas à Mmh. grand chose. Et je trouve que cette conscience, elle est super importante aujourd'hui. Et si on revient à Madagascar, parce que moi, ça Ouais. m'intéresse, tu disais que tu avais enfin, que tu es animateur de fresques et que tu avais été aussi bah, fresqueur à Madagascar. Est-ce qu'en fait, c'est la même déjà fresque qu'on présente et en France et à Madagascar? Et si oui, il y a la dernière partie, souvent, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire nous personnellement comme action. Je suppose que ça doit être totalement différent entre un malgache et un français. Et donc, quelles sont ces solutions différentes qu'il peut y avoir en France ou à Madagascar? Du coup, ouais, sur la fresque, en effet, en fait, j'ai eu, si je reviens sur mon parcours, donc j'avais fait ma première fresque du climat fin 2019. Ça faisait longtemps que je voulais être animateur fresque du climat, sauf que, ben, entre-temps, je suis parti en voyage. Enfin, initialement, une de mes envies, c'était pendant le voyage d'être animateur avant et de faire des fresques dans les écoles. Finalement, ben, tu vois, je ne l'ai pas fait. Et après, je suis arrivé à Madagascar, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de commencer à devenir enfin animateur fresque du climat et de faire cette belle fresque qui m'a donné tout ce que qui m'a vraiment fait faire mon déclic. Donc j'ai décidé d'être animateur et en effet, toutes mes fresques, hormis là récemment, vu que je suis revenu en France il y a un mois, donc j'ai déjà commencé à faire des fresques en France. En effet, c'est bien différent. Et donc la fresque du climat en tant que telle, les 42 cartes sont les mêmes, hein, on peut parler du même sujet parce que la fresque du climat, si jamais vous n'en avez pas fait, je vous recommande d'en faire. C'est en gros un atelier qui permet de vulgariser le climat et donc à savoir de comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique, donc vraiment de comprendre d'un point de vue scientifique quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est important de le concevoir et c'est quand même scientifique, donc c'est réel. Donc ça, c'est important. Donc là, il y a les premières 2 heures, disons, qui sont sur cette partie-là, et la dernière heure qui est sur un débrief. Et donc ce débrief-là, en effet, c'est difficile de faire le même en France et à Madagascar. On nous apprend pas mal à faire un débrief, disons, français quand on devient animateur, à Fresque du Climat, ce qui est normal vu que l'association est française. Donc j'avais commencé à faire un peu des débriefs comme ça, et en fait, je me suis vite rendu compte, en effet, que c'était bizarre de pitcher la manière dont, quand on parle de tonnes ou d'impact carbone, etc., à des malgaches, c'est vécu différemment. D'autant plus que le pays, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, que je crois que c'est 80-90% de la population qui n'a pas accès à l'électricité, très peu à l'eau aussi, il y a beaucoup de chômage, la bonne partie de la population est dans l'extrême pauvreté. Enfin, tu vois, le SMIC local est aux alentours de 50 euros. Enfin, c'est vraiment un pays très pauvre. Et donc, en effet, faire une fresque du climat, la même fresque du climat qu'en France, ce serait un peu bizarre. Donc, en effet, le débrief, au moment où on parle de Madagascar, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a
peu de chiffres, malheureusement, sur Madagascar, dans le sens où il faut des études, il faut des personnes qui travaillent sur ces études-là et qui indiquent quels vont être les impacts du changement climatique et autres. Alors, il y a quelques études qui sont sorties, je pourrais plus te rappeler exactement les chiffres, même si je suis un peu honteux là, mais je les partageais dans les ressources que je partageais à la fin de ma fresque du climat, de fresque du climat que j'ai pu animer avec d'autres animateurs. Mais il y a des impacts à Madagascar, on a pu le voir, je pense que tout le monde a vu passer les différentes news sur Madagascar, je crois que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, ils disaient que c'était l'un des premiers pays impactés par le changement climatique, notamment avec une grande famine dans le sud de Madagascar. Donc ça, c'est réel, hein, il y a de plus en plus de sécheresse dans le sud, je crois qu'au centre du pays, il y aura de plus en plus de pluie, à contrario, et il y a des cyclones en fait. Madagascar est dans la même zone, je sais pas si vous savez le situer, et c'est pas grave si vous avez pas. Madagascar, c'est du coup à côté de la Réunion et de Maurice, donc à l'est du coup de l'Afrique du Sud. Et il y a énormément de cyclones entre décembre et mars. Et on sait qu'avec le changement climatique, les cyclones seront de plus en plus forts. Et donc on sait que du coup Madagascar, et notamment la côte est de Madagascar, sera de plus en plus impactée par les cyclones, ce qui est déjà le cas, est déjà fortement impacté. Donc on sait qu'avec l'évolution du thermomètre, on sait que l'impact sera de plus en plus important. Donc les populations de plus en plus impactées, donc potentiellement des mouvements de population et autres au sein de Madagascar. Donc en effet, on ne parle pas de la même manière, mais ce qui est important, je trouve, et quel que soit le pays dans lequel on est, c'est de comprendre ce qui émet le plus. Alors on va pas parler de voitures électriques à Madagascar, il y en a pas. Il y a pas très peu de personnes qui ont de l'électricité, on va pas parler de voitures électriques, c'est pas vraiment de sens. Mais on peut parler de viande, on peut parler d'impact de la viande localement, même si les personnes en fait, tout dépend à quelles sont les personnes avec qui tu fais la fresque du climat. Et je pense que ce qu'il faut, c'est adapter surtout au type d'individu. Quand tu parles à des expatriés, tu vas pouvoir faire quasiment une fresque occidentale, en adaptant, bien entendu. Tu vas pas en parler des voitures électriques, même si c'est toujours important de casser les idées qui peuvent exister dessus. Tu vas parler surtout de la viande ou des transports, même si les transports sont aussi plus difficiles. Il n'y a pas vraiment de transport en commun facile à Madagascar. Donc, cette partie-là, elle va être différente. Après, je trouve que le message que moi j'essayais de faire passer, c'était surtout de dire, voici l'impact du changement climatique. Vous allez être impacté. C'est vrai, Madagascar va être impacté, le monde entier va être impacté. Madagascar va faire partie, malheureusement, des pays les plus impactés. Mais je pense que, enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Alors, je suis pas politique, loin de là. Mais ma conviction, c'est que les pays comme Madagascar doivent être ceux qui, dans les prochaines années, doivent s'autoriser, entre guillemets, à polluer, mais pas polluer pour polluer, pas polluer comme un Américain ou polluer comme nous on peut le faire, à savoir de se développer comme à l'ancienne avec le pétrole, etc. C'est de se dire, si je pollue, si j'émets du CO2, c'est pour développer mes infrastructures, c'est pour développer mon éducation, c'est pour développer mon électricité, c'est pour développer mes énergies renouvelables, c'est pour faire en sorte je sais pas, développer du bio, développer d'autres choses, en fait, une société qui sera la bonne, qui sera celle, en tout cas, dans laquelle on arrivera dans les 30, 40 prochaines années, que ça soit subi ou pas. Et le fait que ça soit le moins subi possible, c'est surtout l'important pour que les pays en voie de développement, comme Madagascar, les pays pauvres comme Madagascar, restent pas pauvres dans 30 ans ou 40 ans et se retrouvent pas à avoir, en plus de la pauvreté, les impacts du réchauffement climatique. Donc, je pense que c'est important de dire que ces pays-là ont le droit et on dirait même le devoir de se développer. Pour se développer, actuellement, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des énergies fossiles et de se développer en utilisant des énergies fossiles, en développant le pays de la bonne manière. Et donc, c'est plus ça le message qu'il faut essayer de faire passer, comprendre l'impact individuel qu'on peut avoir, mais surtout aussi l'impact politique et l'impact du citoyen au quotidien, que chaque personne qui faisait la fresque du climat et fait une fresque du climat se rend compte que son influence peut avoir un impact. Et ça, je pense que c'est important de le montrer aussi, parce que sinon, on se rend vite compte que, on tombe vite dans une déprime et c'est pas l'objectif d'une fresque du climat quand même. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte ou tu as pu voir qu'à Madagascar, il y avait quand même une conscience écologique ou pas du tout? C'est à travers les fresques, au fur et à mesure que ça s'est développé, ou parfois, tu as pu être surpris par le fait que, en fait, ils avaient vraiment conscience qu'il y avait un problème écologique et qu'ils allaient être impactés très fortement. Enfin, ils ont tous entendu parler, une bonne partie ont quand même entendu parler du changement climatique. Voilà, ils savent que le thermomètre augmente, que la température augmente, voilà, qu'on se rapproche et que c'est pas incroyable, quoi. Mais la situation est pas incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont tellement d'autres choses à gérer au quotidien que c'est un peu de dernier leur souci. Donc, Mm. ils savent que ça existe.
Voilà. Ça, alors bien sûr, tout dépend. Je vais pas faire une généralité pour l'ensemble de la population, hein, mais en tout cas, les personnes que j'ai pu animer dans les fresques du climat savaient que ça existait. Certains y croient, certains y croient pas. Certains sont défaitistes dès le début, et donc l'objectif, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut les aider à être un peu moins défaitistes et à les faire agir, à les faire en tout cas évoluer sur ce sujet-là, même si chacun a son avis et peut garder son avis, et a le droit, heureusement. Mais il y a cette conscience, elle existe, mais ce qui est sûr, c'est que il y a tellement d'autres choses à faire dans leur quotidien que de s'occuper du climat, que c'est ce serait dommage de rester uniquement sur la partie climat de leur côté, mais c'est important aussi de l'avoir de commencer à le mettre dans leur quotidien et de commencer à voir des entreprises qui agissent là-dessus. Il y en a beaucoup aussi à Madagascar, hein, qui agissent sur le climat, sur la biodiversité, sur le développement de tout ça. D'ailleurs, des épisodes dans mon podcast là-dessus. Mais c'est c'est différent à Madagascar, mais il y a quand même des gens intéressés sur le sujet, de plus en plus, comme dans n'importe quel endroit du monde. Et ça se développe heureusement aussi à Madagascar comme ailleurs. Ouais, si je comprends bien, en gros, toi, l'idée que tu avais à travers la fresque, c'est pas forcément de toucher les actions individuelles, mais c'était plutôt d'essayer de mettre en place un projet sur court, moyen, long terme pour que dans quelques années, quand ce sera vraiment, bah, excusez-moi de mes propos, mais de la merde pour eux, eux, ils y aient déjà pensé et qu'ils aient déjà avancé pour que ça soit qu'il y ait moins, en tout cas moins d'impact que ce qu'ils pourraient avoir s'ils faisaient rien. En gros, si j'ai bien compris, toi, tu allais leur proposer plutôt un projet peut-être un peu plus politique, même si peut-être les personnes que tu avais en face de toi étaient pas du tout dans la politique, mais en tout cas un peu plus penser au global plutôt qu'individuel, parce que l'individu en lui-même, bah, il peut faire des petites choses, mais il y aura beaucoup moins d'impact que les personnes en France qui font quelque chose d'individuel, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est en fait dans la fresque du climat au global, que ça soit en France ou à Madagascar, on parle souvent du triangle de l'inaction. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien parler du triangle de l'inaction. Peut-être d'autres animateurs aussi, j'imagine. Le triangle de l'inaction, en fait, c'est un triangle. Enfin, le triangle n'a pas été inventé par ce monsieur, mais c'est le concept de triangle de l'inaction a été inventé par un professeur. Il s'appelle Pierre Perretou, qui est un professeur à l'ESCP. Et ce triangle d'inaction, en gros, si vous le connaissez pas, donc je le définis juste rapidement. En fait, c'est quand vous voyez sur chaque pointe du triangle, vous mettez les citoyens sur une pointe, vous mettez l'État sur un sommet et l'entreprise sur un autre sommet. Et ce qu'on voit au quotidien, ce qui arrive à l'inaction, c'est que chacun se renvoie la balle. L'État dit, ben voilà, si les citoyens votaient pour moi, ben j'aurais fait des actions plus vertes, j'aurais développé davantage de choses éco-responsables, etc. L'individu dit oui, maintenant moi, si l'État agissait, ben j'agirais. Si l'entreprise me donnait le produit, j'agirais. Et l'entreprise, un peu pareil. Ben non, si l'individu n'achetait pas que des produits mauvais, peut-être que je ferais d'autres produits, etc. Et donc en fait, c'est d'essayer d'aller au-dessus de ça et de tomber plus dans le triangle de l'action. Et c'est ça qu'en effet, il faut pousser, que ça soit à Madagascar ou en France. À Madagascar, c'est sûr que l'impact individuel a moins d'impact dans le sens où vu qu'il y a moins de consommation, il y a moins d'impact. Ça veut dire que la consommation de viande, vu qu'elle est moins élevée, le fait de réduire, ça aura un impact, mais ça aura moins d'impact vu qu'on est moins haut, vu que les Malgaches ont un impact carbone moins élevé que les Français, bien loin. Donc ça, en effet, cet impact-là, il serait un peu limité, même si c'est toujours bien, hein, de se rendre compte où est-ce qu'il faut agir et qu'est-ce qu'il faut pousser en tant qu'entreprise et en tant qu'individu. Mais en effet, je pense que c'est important, que ça soit dans les fresques à Madagascar ou les fresques aux quatre coins du monde, de pousser cette action collective et se rendre compte que individuellement, on peut avoir un impact avec son action, donc que ça soit réduire sa consommation de viande, moins voyager, etc. Mais aussi et surtout avec son influence. Et c'est cette influence-là que moi, j'essaye de pousser au maximum dans les fresques du climat, à savoir, ok, vous êtes citoyen, vous êtes membre d'une entreprise, vous êtes potentiellement, je sais pas, adhérent à une association, à une ONG, tu peux avoir un impact énorme sur 10, 15, 20, 30, 100 personnes, en fait. Et ton impact individuel, toi, en effet, de réduire un tout petit peu la viande, ça va avoir un impact sur ton impact individuel, mais collectivement, tu peux avoir un énorme impact avec uniquement ton action. Et c'est ça qu'en effet, j'essaye de pousser dans les fresques, à Madagascar aussi, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut, à mon avis, pas oublier. C'est l'influence que chacun peut avoir sur soi, bien entendu, mais aussi beaucoup sur les autres, rien qu'avec ses actions et avec le fait de faire une fresque ou de faire d'autres ateliers de vulgarisation. Le bilan carbone d'un Français, c'est 9,8, je crois, tonnes
Ouais. CO2 si je me trompe pas. Est-ce que tu aurais les chiffres pour un malgache en moyenne pour que les auditeurs ils puissent voir un peu la différence? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais si je me trompe pas, je crois que c'est aux alentours de 0,1 tonne. Donc, voilà, pour prendre compte de la moyenne, c'est vraiment très bas. Après, je pense que ça n'a pas été ultra calculé aussi en détail, etc. Moi, je pense que là-bas, j'étais aux alentours d'un Français moyen, hein. Je devais être aux alentours de 6 à tonnes, à mon avis, très probablement. Mais un malgache, disons, la majorité de la population, en fait, hein, savoir, et Mmh. Madagascar, c'est à peu près 25 millions en population. Bah, une bonne partie qui vit en dehors des villes, donc une bonne partie sans électricité, sans eau, sans consommation pure, etc. Enfin, de grosse consommation. Donc, en fait, tu te retrouves vite à très peu émettre, en fait. Mmh. Disons que leur seule, disons, partie où ils émettent le plus, c'est, je pense, hein, j'ai pas analysé leurs émissions personnelles, mais à mon avis, c'est ça, c'est leur utilisation de charbon. Donc en fait, ils utilisent beaucoup de charbon et c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes de déforestation aussi à Madagascar sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils déforestent pour pouvoir se chauffer et se nourrir. Et donc en fait, ils prennent du coup du bois qui émet du CO2 lors de la combustion. Et donc tant qu'ils n'ont pas d'électricité, ça va être difficile de leur demander de ne plus se chauffer et de ne plus se nourrir. C'est pas ce qu'on demande. Donc en effet, c'est pour ça qu'il faut aussi développer le pays le plus rapidement possible parce que ça a un impact sur les émissions, bien sûr, mais ça a aussi un impact sur la biodiversité et sur le, le cycle de l'eau ou d'autres sujets que ça pourrait engendrer sur cette perte de biodiversité. Mais est-ce que tu penses que Madagascar ou les pays comme ça pauvres vont avoir besoin d'autres pays plus riches pour pouvoir se développer ou ils vont pouvoir réussir de leur côté tout seuls ou avec les pays alentours? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de vraiment mondial où il faut tous qu'on se serre les coudes entre chaque pays pour essayer ouais d'amener plus de bio, d'écologie, enfin d'énergie verte, etc. dans ces pays-là? Comment toi tu verrais les choses? Bah, moi, ma conviction, c'est il faut de l'aide des pays riches. Ça, c'est, moi, il n'y a pas de doute. Et il y a pas mal de fonds qui commencent à se former sur le sujet, que ce soit pendant les COP ou autres, de fonds de pertes et dommages, donc à savoir d'aide au financement d'adaptation aux pays en voie de développement et pays pauvres qui vont être impactés par le changement climatique et qui le sont déjà. Donc je pense qu'en effet, non, il faut. Moi, il y a plus. Enfin, je vois pas pourquoi. Pour moi, c'est pas polémique du tout. Il faut de l'aide des pays occidentaux, des pays riches. Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que c'est le cas actuellement. Et il faut surtout comprendre pourquoi, parce qu'en fait, le changement climatique, le réchauffement climatique, il est, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est dû en énorme majorité à l'action des pays occidentaux, des pays riches. Donc, en fait, il y a même pas de doute quand on veut parler de justice, quand on veut parler de justice sociale, justice climatique, d'aider d'autres pays qui subissent sans en être le responsable. Donc, pour moi, il y a aucun doute sur le fait qu'il faut de l'aide. Il en faut beaucoup plus qu'actuellement. Ce serait égoïste de pas en donner de l'aide. Alors s'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Ça, chacun fait son choix après. Mais en tout cas, de vouloir en donner, je pense que c'est la moindre des choses. Et d'en donner au maximum et donner le plus possible, que ça soit via l'action individuelle, que ça soit bien entendu via les politiques et via l'argent qu'on peut donner, les dons ou autres. Je pense que c'est primordial d'aider. Et c'est pas aider et de se mettre dans une position de colon ou autre, hein, c'est pas ça. C'est, c'est aider financièrement et laisser le pays se développer dans le sens dans lequel elle souhaite se développer. Et c'est pas de forcer la main, c'est plus loin de là. Mais c'est en tout cas, donner les bons leviers, la bonne quantité d'argent pour que ces pays-là, puissent se développer et développer le pays comme les pays devraient être développés, à savoir, avec une population qui est éduquée suffisamment, qui va à l'école, qui vit au-dessus du seuil de pauvreté, etc., quoi. Donc, moi, il y a pas trop de doute dessus. Et maintenant que tu es de retour en France, tu m'avais dit que tu avais laissé un peu ta patte quand même à Madagascar parce que tu avais été j'ai perdu le mot, mais que tu avais fait en sorte qu'il y ait d'autres animateurs de fresques pour qu'ils puissent continuer à en parler le plus possible là-bas. Mais maintenant que c'est en France, quels sont tes objectifs en matière d'écologie? Je pense que moi, mon objectif, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Ça a toujours été mon objectif depuis le début. Tu vois, initialement avec le podcast, c'était de faire comprendre l'écologie au maximum. Clairement, entre moi, il y a 3 ans et demi, en juin 2020, et maintenant, c'est sûr que je suis beaucoup plus expert sur les sujets climatiques. Je suis beaucoup plus avancé. Je comprends davantage plus le sujet qu'avant. Alors, encore plein de choses qu'il faut comprendre et plein de choses que je comprends pas.
C'est ce qui est aussi passionnant dans l'écologie, dans la biodiversité, dans l'environnement, c'est que c'est très complexe et que c'est pas blanc ou noir et que c'est plein de personnes qu'il faut écouter, comprendre, etc. Donc c'est vraiment cool. Mon outil, c'est toujours d'avoir le plus d'impact possible. Donc ça veut dire continuer le podcast, essayer de continuer à interviewer des gens les plus passionnants possibles qui aident les auditeurs et auditrices à agir et qui font comprendre et qui cassent les clichés qui peuvent exister sur, je sais pas, le nucléaire, le photovoltaïque, sur la biodiversité, sur plein de sujets. C'est important, je pense, de comprendre le global, sinon c'est impossible d'agir. C'est en tout cas ma conviction. Si on comprend pas, c'est impossible d'agir. En tout cas, on peut pas demander aux gens d'agir s'ils ne comprennent pas. Bon, on peut, mais bon, voilà, ça devient encore autre chose après d'un point de vue politique. Ça, c'est ma première volonté. Et après, bien entendu, mon rôle et ce que je souhaite continuer dans les prochaines années, c'est d'accompagner au maximum les entreprises, d'accompagner au maximum ce qui peut être autour de moi, donc via le podcast, via des interventions, via des bilans carbone, d'accompagnement d'entreprise ou autre. Et après, je suis très ouvert à ce que l'avenir me réserve. Et c'est ça aussi qui est cool dans l'écologie, parce que et dans cette transition qui existe, c'est que en fait, il y a énormément de personnes qui sont en transition. Tous les sujets, ils changent, mais tellement vite entre le moment où je suis parti de France il y a 3 ans et la France que je retrouve, entre guillemets, aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. À l'époque, la fresque du climat, c'était très peu connu. Maintenant, 3 ans après, ça devient, c'est limite mainstream d'avoir fait une fresque du climat. Donc, enfin, c'est hallucinant à quel point ça va vite. Enfin, faut se rendre compte quand même en 3 ans, tout ce qui s'est passé en 3 ans en France autour de vous. Faites, à mon avis, le tour de vos potes et rendez-vous compte avant le Covid comment vous étiez et après le Covid comment vous êtes. Je pense qu'on a tous changé, on a tous évolué dans un sens qui est plutôt cool. Donc, c'est d'aider à tout ça et continuer à faire évoluer encore plus loin avec encore plus de transition parce qu'il y a encore un long chemin devant nous et c'est un chemin qui est cool, qui va être sympa à vivre dans le sens où on a plein de choses à aller challenger. Faut rechallenger ses habitudes, faut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut les challenger, faut se reposer les bonnes questions et ça c'est cool de se poser des questions plutôt que de se laisser avoir, comme on pouvait dire avant par peut-être les appels de phares d'autres du marketing ou autre. Et donc ça c'est quand même un bon moment de réfléchir. Et voilà, c'est un peu ça ce que j'aimerais faire dans les prochaines années. Après, on verra ce qui arrive. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, donc il en a déjà parlé plusieurs fois, mais il a un podcast qui s'appelle Demain est durable. Et en fait, ça ressemble pas du tout à ce que moi je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. C'est beaucoup plus sur voilà, avec des experts qui vont expliquer leur sujet. Donc pour ceux qui aiment bien tout comprendre, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. Et puis après, il y a plein d'autres aussi podcasts qui parlent d'écologie et vous pourriez trouver voilà, chaussures à votre pied. Il y en a vraiment de plus en plus, donc n'hésitez pas à aller piocher un peu à droite à gauche. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'expertise et de compréhension d'un sujet, allez sur Demain est durable. Il y a beaucoup d'épisodes, vous devriez trouver votre bonheur. Et pour finir, donc c'est ma dernière question qui est un petit peu plus philosophique. C'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Qu'est-ce que l'écologie pour moi? Ok, j'avais pas écouté la dernière question. Donc, l'écologie pour moi, c'est la compréhension du monde qui nous entoure. Et, et c'est ça que j'ai pu aller peut-être piocher davantage lors de mes 3 dernières années, surtout grâce à mon podcast, mais surtout grâce aux personnes que j'ai pu interviewer et qui m'ont ouvert pas mal de portes et ouvert pas mal les yeux, bien sûr grâce au voyage que j'ai pu faire, bien sûr grâce à mon expatriation et bien sûr grâce progressivement, j'imagine, aux différentes choses que j'ai pu vivre tout au long de ma courte vie pour l'instant. Mais voilà, c'est la compréhension du monde qui nous entoure. Et je trouve que ce concept-là, compréhension du monde, compréhension de la nature au global, c'est quelque chose qu'on devrait tous s'efforcer à faire parce que ça permet aussi de prendre de la hauteur sur le quotidien et ça permet aussi d'être plus à l'aise dans ses chaussures. En tout cas, moi, c'est mon cas depuis 3 ans. J'ai bien évolué et je me sens beaucoup plus à l'aise que sur ce que je veux devenir et ce que je souhaite accomplir dans les prochaines années. Et je pense que c'est pas mal d'être un peu plus tous. C'est pas un gros mot d'être écolo, hein. On peut être un écolo imparfait, hein. Je pense que c'est mon cas, je pense que c'est aussi ton cas et pas mal de monde aussi. Donc c'est cool d'être écolo, moi en tout cas je trouve ça cool, c'est clairement pas une insulte, même si vous pouvez de temps en temps avoir des personnes qui vous disent toi t'es un écolo, etc. C'est pas négatif, moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Et voilà. Comprendre ce qui se passe autour, comprendre le monde autour de soi, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, mais je voulais te remercier de m'avoir convié dans ce beau podcast. Et ça me fait tout chaud tout drôle parce que c'est la première fois que je passe de l'autre côté du micro, donc c'est vrai que c'est sympa de se faire interviewer aussi, donc c'est cool. Donc merci de m'avoir pensé à moi et je suis disponible. N'hésitez pas si vous voulez
me suivre sur LinkedIn ou autre. Si vous avez des questions sur l'écologie, bien sûr, si vous voulez suivre mon podcast, n'hésitez pas. Mais surtout, si vous avez des questions reconversion ou autre, ou sur Madagascar, ou des contacts à demander, etc., je suis disponible, je suis là pour ça. C'est mon objectif d'être... je suis quelqu'un d'ouvert, donc j'espère l'avoir montré aujourd'hui et j'espère surtout le démontrer si vous me contactez. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.